en France, le marketing de Dubaï, c'est quand même affreux. Enfin, Une aversion plutôt puissante à la taxe. ma mère, il me disait, mais jamais je serais venu ici si c'était pas pour te voir, tu vois. T'as un petit côté quand même, quand la France gagne, t'es content. Tu vas me faire Antoine. Non, mais j'essaie de comprendre. Bienvenue dans ce premier podcast Mage. Messieurs, je suis très heureux de vous accueillir. Et alors, je lance juste l'idée, le concept. On va profiter des événements organisés par Mage, par le club, pour pouvoir faire des podcasts et avoir un moment sympa, entre intervenants sur scène et autres. L'idée de ce soir, on va parler de Dubaï, de pourquoi Dubaï, mais en quelques instants, je vous demande de vous représenter. De vous présenter. Pourquoi je dis représenter? Parce que je pense qu'on vous connaît quasiment tous en ligne, n'est-ce pas? Vous êtes des personnes qui sont connues, médiatisées aujourd'hui. Donc, on fait l'exercice de l'ascenseur. Vous savez, on a 30 secondes pour se présenter. Jeudi. Ok, 30 secondes. Donc, je suis un homme. J'ai 39 ans, marié, 2 enfants. Aujourd'hui, j'ai créé depuis quelques années, depuis 4 ans, une école pour accompagner les particuliers à s'éduquer financièrement et à se construire un patrimoine en bourse pour leur permettre d'atteindre une certaine autonomie financière à terme. Et depuis 1 an et demi maintenant, pratiquement 2 ans maintenant, bientôt, j'ai élargi le cercle et le prisme de mes activités en me concentrant également sur les entrepreneurs pour les aider à développer, soit à démarrer, soit à développer une activité en ligne via le prisme des événements digitaux et notamment les webinaires et les challenges avec mon ami Jean Lander, avec qui je suis associé sur ce projet. Donc voilà. Merci, Jeudi. Et tu te présentes de façon très humble. Je rappelle que tu as organisé un événement il y a peu de temps avec, je crois que c'est 1700 personnes, c'est ça? 1500. Ok. Donc voilà, ça calme. Ça calme, comme dit Antoine. Antoine, justement, bienvenue chez Mage. Très heureux de t'avoir. Tu es déjà venu l'année dernière. Ouais. Donc, je te laisse te présenter pour ceux qui n'auraient pas Internet aujourd'hui. Ouais, donc moi, je suis une table. Non, c'est pas vrai. Je suis un homme aussi, comme je dis. J'ai 25 ans. J'ai un business en ligne. Donc, pour faire un petit peu, ça fait 3 ans que je suis sur Dubaï. J'ai démarré en 2021 un business de coaching sportif en ligne. J'ai scalé ça en organique. Et puis, au bout de 2-3 ans, je me suis dit que je pouvais potentiellement aider d'autres personnes à faire la même chose. Donc, aujourd'hui, j'accompagne mes clients pour qu'ils monétisent une passion ou une compétence qu'ils ont sous la forme de formation ou de coaching en ligne. Je crée du contenu sur toutes les plateformes quasiment. Et puis voilà. Écoute, je suis très heureux de t'avoir. Et moi, c'est le concept là, de te filmer. Comment tu l'appelles déjà? Build-in public. Build-in public. Ça, c'est énervé. Non, mais je pense que les gens ne se rendent pas compte le travail qu'il y a derrière, à mon avis. Ouais. C'est méchant. Je pense que tout entrepreneur aujourd'hui rêverait de le faire. Non, mais c'est vrai. Rêverait de le faire parce qu'à mon avis, l'impact derrière, il est énorme. Mais en termes de travail, de prod, donc félicitations. Moi-même, je rêverais de le faire. Chapeau bas, franchement, c'est très fort. Ouais, alors il y a des points positifs et des points négatifs parce que quand ça monte, c'est agréable, tu vois, de documenter le truc et de montrer ce qui marche pas. Mais quand ça baisse, c'est moins drôle. Et là, en l'occurrence, je suis dans une période plus difficile où justement... Je documente aussi avec authenticité le fait que ça marche moins bien. J'essaie d'expliquer pourquoi. J'essaie de montrer les solutions que je mets en place et qui m'apportent des résultats. Mais ouais, ça a des points positifs, ça a des points négatifs. Ça met un peu plus de pression quand ça marche pas, quoi. Ok. Jean? Alors moi, je pense que je suis pas autant médiatisé que Mister Jeudi ou Antoine, parce que moi, je suis un peu, on va dire, l'homme de l'ombre derrière. T'es pas mainstream. Ah, je suis pas du tout mainstream. Mais je te coupe un instant, juste pour te dire, il n'y a pas un événement où je vais à Dubaï avec des personnes énervées dans l'entrepreneuriat qui m'ont pas sorti le « je n'arrive pas à pouvoir travailler avec Jean ». Il a une liste d'attente, c'est genre, on dirait genre un sac Hermès. Non mais je te jure, et c'est pour ça que tu es là ce soir d'ailleurs, pour représenter ce marketing. Donc, je te laisse. Merci pour l'invite. Alors, en fait, ouais, j'ai fondé une agence il y a 4 ans qui est justement spécialisée sur les webinaires et les challenges aujourd'hui. Et on accompagne, on va dire, les plus gros formateurs en ligne français. Voilà, j'ai pu bosser avec dans plein de domaines différents, que ce soit l'IMO, le Make Money. Mon meilleur client il est dans la lecture rapide. Voilà, j'ai pu bosser dans plein de niches différentes. Et aujourd'hui, du coup, je me suis associé avec Jody en parallèle depuis 1 an et demi maintenant. Pour créer notre programme justement sur les webinaires, puisque aujourd'hui j'ai dû générer à peu près 40 millions d'euros en webinaire pour mes clients encaissés,
Et voilà, mon goal quand j'ai commencé, c'était d'avoir les trophées ClickFunnels. Donc au début, c'était le trophée du 1 million. C'était mon vision board, comme Antoine est là sur son téléphone. Là. Et après, voilà, c'était le 10 millions. Et maintenant, j'ai eu le 25 millions cette année. Donc ça allait super vite et c'est extraordinaire. Quoi. Bon, bah, trop cool. Bienvenue à tous. Je vous propose qu'on démarre la thématique de ce podcast. Et vous le savez, Maj, on accompagne les entrepreneurs à s'installer aux Émirats, dans les démarches administratives, tout ça. Donc, on a pensé intéressant d'avoir un podcast qui tourne sur quelque chose qui nous concerne tous. Pourquoi Dubaï ? Et alors, ce que je vous propose, c'est qu'on commence. Je dis pourquoi Dubaï ? La question, c'est pourquoi pas Dubaï. Tu vois, c'est plutôt dans ce sens qu'il faut la prendre, la question, parce que, en fait, c'est une très bonne question. Moi, je pense qu'il faudrait repartir du départ. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on recherche dans la vie ? On cherche tous à être heureux. D'accord ? Le bonheur, il passe par quoi ? La sécurité, l'épanouissement, le travail, l'argent, il passe par quoi ? C'est subjectif, parce que c'est propre à chacun, mais malgré tout, on recherche tous le bonheur. Je pense qu'il n'y a pas un mec sur Terre qui va me dire non, moi, être heureux, ça me fait chier. Et le bonheur, il va passer par forcément le lieu dans lequel tu habites. Et le lieu dans lequel tu habites, il doit respecter certaines règles pour moi. Et ces règles-là, on les recherche dans le lieu dans lequel on habite, sachant que certains d'entre nous, on n'est pas tous nés au même endroit. Moi, je suis né en France à l'origine. Je ne me suis jamais posé la question de savoir si j'étais bien en France ou pas. J'étais né là, donc c'était l'environnement dans lequel j'avais grandi. Et j'ai passé les 3/4 de ma vie à pas vraiment comprendre ce qui se passait dans le monde réel, jusqu'au jour où, il y a 4 ans, j'ai compris qu'il y avait plus et autre chose que ce que j'étais en train de faire. Et je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Ça a été très vite. J'ai gagné beaucoup d'argent. Et j'ai compris très vite qu'il fallait que je parte. Quand j'ai vu ce que j'allais payer. Ah, donc il y a un lien avec les impôts, vraiment, de ton Mais côté. direct. Okay. C'est assumé, hein. C'est complètement assumé et j'ai aucun problème avec ça. Aucun problème. Ça a été la motivation de départ. D'accord ? Après, il y en a bien d'autres parce que je trouve que Dubaï coche énormément de cases. Quand on recherche un lieu, on recherche la sécurité pour ses enfants. Quand on recherche un lieu où on peut s'épanouir, rencontrer des gens, un lieu où il y a une bonne énergie, un lieu où il y a un bon climat pour une partie de l'année, un lieu où effectivement la fiscalité est avantageuse pour les entrepreneurs qui veulent se développer. Et donc, je prends Dubaï comme étant un accélérateur de richesse. C'est une étape. Ça durera le temps que ça durera, mais ça me permet de faire ce que j'ai à faire et de me diriger là où j'ai envie de me diriger. Et au travers de ça et sur ce chemin-là, j'ai embarqué ma famille parce que il y a, pour moi, aujourd'hui, aucun autre endroit au monde qui remplit autant de cases que Dubaï sur la base de ce que moi je recherche, c'est-à-dire sécurité pour moi, ma femme et mes enfants, l'épanouissement au travers du travail et de la sécurité. La sécurité, je me suis rendu compte que j'étais dans un lieu pas sécurisé en France quand je suis arrivé dans un lieu sécurisé. Donc c'est le fait d'avoir accès à la sécurité et à la tranquillité d'esprit qui m'a fait rendre compte qu'en fait, j'étais pas du tout tranquille là où j'étais. Et pour moi, ça n'a pas de prix. Donc, pourquoi Dubaï ? D'abord, la recherche effectivement de l'optimisation financière, tout simplement, et de me permettre d'aller plus vite au niveau du développement de mes activités. Et enfin, quand tu fais le tour de tout ce que ça remplit comme autre case, forcément, c'était le bon choix pour moi. Alors, de ce que tu dis, on voit que tu as eu la chance de venir avec une partie de ta famille, de t'expatrier ici avec une partie de ta famille. On a tous, dans nos étapes d'expatriation, je pense, une famille qui reste dans nos pays d'origine. Et ça, je voulais en parler un instant. Comment vous gérez ça, Jean, Antoine, concrètement ? Est-ce que c'est votre famille qui vient vous voir ? Est-ce que vous vous accordez des moments de l'année où vous rentrez ? Il y a des périodes où vous n'êtes pas à Dubaï. Comment ça se passe pour ce côté familial ? Parce qu'on oublie que les personnes qui vont vivre à Dubaï, c'est des personnes qui ont un courage de s'expatrier, certes, mais qui ont surtout qui acceptent de laisser toute une partie familiale derrière qui est hyper importante pour eux. Ouais, non, carrément. Moi, quand je me suis expatrié, j'avais 21 ans. Donc, j'avais pas d'enfants, j'avais pas de copine. C'était pas évident au début parce que j'ai 2 frères avec qui je suis très proche. Mes parents aussi, je suis très proche d'eux. Donc, il y avait ce sacrifice à court terme, mais je savais que c'était le meilleur chemin à suivre parce que, comme l'a dit Jody, au final, avec cette simple décision, j'ai mis beaucoup plus d'argent de côté que ce que j'aurais mis si j'étais resté en France. Donc, il y a un sacrifice à faire. Mais après, aujourd'hui, avec les fast time, toutes ces choses-là, c'est hyper facile de garder le contact.
Et moi, je rentre 2-3 fois par an pour les voir, en général l'été, parce qu'il fait trop chaud à Dubaï, donc il y a peu de personnes qui restent. Pour les fêtes, là, Noël, je vais rentrer. Et après, eux, pareil, ils viennent me voir 2 fois par an. Donc, au final, 1 fois par trimestre, on se voit. Et ça va, j'arrive à gérer. Cool. Toi, Jean? Moi, je les ai fait venir là, justement tout le mois de décembre. Donc, j'ai eu les amis, j'ai eu la famille, j'ai eu les parents. Trop bien. Et du coup, c'était incroyable. Et c'était quelque chose sur lequel j'étais assez sceptique au début, d'ailleurs. J'ai pris beaucoup de temps à partir à Dubaï. Comme je bossais avec Jody, je faisais pas mal d'allers-retours et j'ai pas mal de clients aussi sur Dubaï. Donc, j'allais les voir, mais je suis resté en France jusqu'au dernier moment. Et à un moment, c'était trop. Après avoir payé plus d'1 million d'impôts et quand je voyais aussi l'état de la France aussi, ça me donnait plus du tout envie d'y rester. Et du coup, je suis parti et au final, j'étais agréablement surpris. Au début, je me disais 6 mois, ça va être quand même très très long à rester tout seul à Dubaï. En plus, moi, je suis jeune à 23 ans. Bon, après, je connaissais quand même du monde, mais et au final, c'était génial. Le réseau, quand même, tu te le fais très très rapidement. En fait, comme ici, tu te rencontres, tu as toujours des activités, voire trop. Faut même dire stop. Et en fait, la famille, déjà, comme dit Antoine, tu peux rentrer en fait pour les fêtes, pour les vacances. Ce qui est bien, c'est que tu n'as que les bons côtés de la France, c'est-à-dire que tu viens comme un touriste en fait, et du coup, tu n'as pas l'impression, enfin, tu n'as que les bons côtés, et ça, c'est cool, tu peux vraiment passer des moments de qualité. Et c'est ça qui est précieux aussi. On se disait, moi, je me disais beaucoup, j'aurais pu peut-être tous ces moments de qualité avec mon entourage, et en fait, au final, tu en as encore plus parce que du coup, tu sais que c'est des moments privilégiés que tu vis. Et quand tu retrouves tes proches, tu prends vraiment le temps, quoi. Et inversement, quand ils viennent, tu prends aussi vraiment le temps, et ça, c'est génial. Ouais, clairement. Mais je me rappelle qu'au tout début, c'était pas évident pour toi parce qu'on se connaissait d'avant que tu viennes vivre sur Dubaï. Ouais. Et tu avais longtemps hésité par rapport à pas mal de points. Et puis au bout d'un moment, tu t'es dit. J'ai switché. C'est trop mal, quoi. Complètement. Et j'allais voir Antoine quand il était en France il y a 3 ans. Et lui, il était viens. Ouais, j'arrêtais pas de lui vendre Dubaï. Je disais, allez, viens, on va se marrer et tout, ça va être cool. Mais j'ai pris quand même 2 ans et demi à venir. Ouais. Et parce que j'étais très, très famille-ami quand même. Et voilà, moi, j'adore la nature, j'adore. En France, ce qui est cool, c'est quand même tous les week-ends, tu peux partir où tu veux, etc. Donc, il y avait tout ça qui pesait dans la balance. Et au final, je me suis dit, vas-y, je suis jeune, j'ai rien à perdre. Au pire, la pire chose qui se passe, c'est que je reviens, tu vois. Et je suis curieux, c'était quoi les gros a priori que tu avais avant de venir à Dubaï et les grosses prises de conscience que tu as eues? En vrai, tu as un peu tous les stéréotypes. Parce qu'en France, le marketing de Dubaï, c'est quand même affreux. Enfin, Dubaï, il y a une image qui est catastrophique. Et en fait, tant que tu n'as pas vécu, je pense, Dubaï, tant que tu n'y es pas allé, tu as des a priori qui sont ancrés. Là, mes parents, ils venaient. Ma mère, il me disait, mais jamais je serais venu ici si c'était pas pour te voir, tu vois. Et au final, après, ils repartent. C'était incroyable, je vais revenir la semaine prochaine. C'est vraiment ça. Et du coup, je pense déjà, tu dois venir pour expérimenter, en fait, que ce soit la qualité de vie, la sécurité, tout ça. Mais dans les a priori, c'était. T'as l'impression quand même c'est assez superficiel de l'extérieur. Tu te dis, ça va être que business. Il n'y a pas d'âme. Ouais, exactement. Il a bien fait. Il n'y a pas d'histoire. Je dis, il connaît bien parce qu'on en a pas mal parlé, tu vois. Et au final, maintenant, je passais quand même du tout au tout. Et ce qui est marrant, c'est que tu sors aussi de ton prisme. Et moi, quand je payais des centaines de milliers d'euros d'impôts, ça faisait mal, mais je trouvais ça normal. Et quand tu goûtes aussi à un pays qui fonctionne bien, tu vois, Dubaï, à quel point ça fonctionne vite, ça fonctionne bien, et tu as une fiscalité aussi qui est ultra avantageuse, c'est là que tu te rends compte que en fait, c'est pas normal de ce qu'on vit en France, que ce soit sur la fiscalité ou sur tous les autres plans, que ce soit la santé, le juridique, l'éducation, bref. On va pas tous les lister, quoi. Messieurs, vous êtes aujourd'hui dans des activités qui sont en ligne, vous pourriez être ailleurs et autres. Est-ce que vous avez la sensation que Dubaï vous a donné des opportunités dans votre vie du quotidien? Ça peut être par des rencontres. Est-ce que vous devez aujourd'hui quelque chose vraiment à Dubaï, dans un déclic, un élément, quelque chose qui vous a aidé dans ces dernières années ici? Ouais, moi, clairement. Pour la petite anecdote, quand je suis arrivé à Dubaï, je connaissais personne dans la ville. Et un jour, je suis allé à la salle de sport et j'ai rencontré par hasard Iman Gadi, donc qui est un créateur de contenu sur le marché anglophone, qui fait un peu au final ce que je fais, mais version anglophone. Et il était pas encore hyper connu à cette période. Et on a commencé à s'entraîner, à sympathiser ensemble. Donc, on a noué une petite amitié. Et ensuite, Iman m'a mis en relation avec Yomi, qui lui, pour le coup, avait la chaîne YouTube numéro 1 sur le business en francophonie. J'ai coaché Yomi pendant plusieurs mois à la salle de sport aussi. On est devenus potes. Et derrière, il m'a introduit à Oussama pour qu'on fasse le podcast Sans Permission ensemble. Et forcément, ça a eu des grosses répercussions sur
mon business, sur mon image, sur plein de choses. Et si j'étais resté dans ma ville natale à Toulouse, j'aurais jamais pu avoir accès à ces rencontres-là. Après, il faut aussi provoquer sa chance. Quand j'ai rencontré Iman, je suis allé lui parler, j'ai pas été timide, j'ai essayé de lui apporter un maximum de valeur en lui proposant de le coacher gratuitement. Donc, j'ai aussi pris des risques, entre guillemets, sur le temps que j'avais. Mais au final, c'est des opportunités qui ne se présentent pas quand on est en France. Pour la petite anecdote, la semaine dernière, au spa de l'hôtel, j'ai croisé Richard Branson. Je pense en C'est France, vrai ça aurait été compliqué. Voilà. On arrête le podcast là. Non, mais c'est là que tu vois que tu as quand même une concentration de tous les niveaux, mais d'entrepreneurs de tous les niveaux. Et ça, c'est. Moi, en France, je payais énormément de mastermind. Donc, c'était à chaque fois des tickets de 25 000 euros pour trouver des entrepreneurs. Et là, l'avantage de Dubaï, c'est que c'est un peu un mastermind gratuit à ciel ouvert, quoi. Et tu peux réseauter ultra, ultra vite. Et donc, déjà, tu fais des économies sur ça. Et ensuite, ça va super vite. Tu rencontres des gens, en fait, tu accèdes au réseau de toute cette personne. Et voilà, quoi. Là, j'étais avec un pote, il me fait vas-y, je connais Charlie Morgan ou des gars que tu vas suivre sur les réseaux. Et en fait, c'est accessible comme ça assez rapidement parce que tu as une ou deux personnes et ça va super vite ici, quoi. Et, je fais le lien avec ce que tu disais, la rencontre que tu as faite. Il parle pas français ? Non. Ouais, donc ça, c'est un point qui est important. C'est que nous, on arrive avec notre sac à dos un peu de français, belge ou autre. On ne parle pas bien anglais, la plupart de nous. Ouais. On arrive dans un milieu multiculturel. Concrètement, est-ce que vous avez commencé à travailler avec d'autres cultures ? Est-ce que ça s'arrête juste à rencontrer des personnes dans le quotidien, ou est-ce qu'on a commencé à faire du business au-delà de la francophonie ? Alors moi, pas vraiment, pour le moment. Je suis vraiment resté concentré sur le marché francophone. Même dans mes collaborateurs, ils sont tous français, ils travaillent tous en remote. Donc pour le moment, je n'ai pas cherché vraiment à m'étendre sur d'autres marchés parce que je vois le potentiel déjà qu'il y a sur le marché français. Donc pas vraiment pour moi. Mais alors, est-ce que tu sens que le fait d'être à Dubaï, peut-être, ça pourrait nous pousser, nous francophones, à justement... Ah oui, c'est ça ? très clairement. Très clairement, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités déjà juste au niveau régional. Par exemple, moi, l'autre jour, j'étais au Rugby 7, c'est un tournoi international de rugby à 7 qu'il y a tous les ans à Dubaï. Et puis, complètement par hasard, j'ai rencontré un jeune qui m'a dit que son père travaillait en Arabie Saoudite, que son grand-père avait fondé la première banque saoudienne. Et très clairement, en fait, il y a plein d'opportunités dans la région, que ce soit à Dubaï, en Arabie Saoudite, des opportunités d'investissement, des opportunités de business à lancer. Et je pense qu'il faut rester ouvert à ces opportunités-là parce que on n'y aurait pas accès en étant en France. Toi, Jean, est-ce que tu travailles avec des collaborateurs qui sont anglophones au quotidien et notamment à Dubaï ? Non, pas spécialement. Honnêtement, même si je me crée un réseau, on va dire, international, et du coup, je pense qu'il va y avoir du business qui va en suivre sur les prochains mois, les prochaines années. Actuellement, en tout cas, dans mes équipes, il n'y a pas forcément de collaborateurs qui sont à Dubaï, mais la proximité justement avec ce marché international est géniale et ça te permet d'ouvrir aussi le champ des possibles et énormément d'opportunités. Mais en tout cas, on est d'accord, par exemple, je dis, et toi, ça ne vous donne pas aujourd'hui, en tout cas, ce truc de se dire, putain, genre, autour de moi, j'ai toutes ces personnes qui sont anglophones, peut-être qu'à un moment donné, j'ai envie de traduire ce que je fais, et viens, on va taper un... Il n'y a pas ce truc-là qui se met chez vous ? Je pense que si on devait partir, enfin moi, à mon sens, sur un marché anglophone, ce ne serait pas sur la même activité, je pense. Ok. Je pense déjà, à notre niveau, il y a tellement à faire que ce serait une erreur. Et il y en a certains qui s'en sont cassés les dents à essayer d'aller chercher un peu ailleurs. Et je pense qu'on gratte à peine la surface du marché français. Il y a tellement à faire. Avec l'IA, je pense que de plus en plus, les marchés vont merger parce que sur YouTube, on le voit actuellement, il y a une traduction automatique qui se fait dans toutes les langues par intelligence artificielle. Donc potentiellement, on pourra toucher de nouveaux marchés avec du contenu qu'on peut poster. Et je pense que ça va s'étendre à tout dans les publicités, etc. Donc potentiellement, avec l'intelligence artificielle, on pourrait toucher de nouvelles audiences sans forcément devoir aller les chercher et mettre en place des choses de nous-mêmes. Complètement. Bon, ce soir, voilà, je l'ai dit, c'est un podcast qui est organisé pendant un événement Mage où on va aussi avoir du networking. Et alors, en parlant de réseau, tout ça, toi, tu nous as fait part à quel point une rencontre a pu booster, entre guillemets, ton expérience professionnelle à Dubaï. Vous avez des histoires de rencontres à Dubaï qui ont été facilitées par Dubaï, une rencontre qui vous a aidé particulièrement ? Moi, à Dubaï, non. Plein de rencontres m'ont aidé par les échanges, c'est clair. Aujourd'hui, j'ai un réseau, je me suis développé un réseau que j'aurais jamais fait
face à mon parking d'Aldi à Toulouse. Ah, toi aussi Ouais. Ouais. Et Jean est venu, d'ailleurs, il l'a vu, ce parking. L'avant-après, là, c'est impressionnant. Donc, et je suis parti de Dubaï aussi pour ça. C'est-à-dire, je voulais à la rencontre de ce réseau, de cette énergie entrepreneuriale. Et puis en plus, bon, voilà, quand tu arrives à Dubaï et que tu gagnes un peu d'argent en France et que tu fais partie de la minorité quand tu arrives à Dubaï, tu te sens un peu comme une merde parce que tu vois qu'en fait, tu es tout petit. Tu vois. Et donc, ça te remet à ta place. Enfin, moi, c'est ce que ça fait. Et puis voilà, mais c'est pas Dubaï spécifiquement qui a fait. Et encore que. Il y a plein de rencontres que j'ai fait, de personnes qui, du coup, m'ont fait connaître d'autres personnes que j'ai pu faire intervenir sur des événements qui sont venus. Ça a aidé énormément. Je pense à Tammy Cabage, je pense à d'autres que j'ai rencontrés ici, qui sont venus après sur un événement, qui m'ont permis de. En fait, tout est accéléré ici. Tout est accéléré, ouais. C'est accéléré, c'est exponentiel et ça va très très vite. Quoi. Bon, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Il y a une génération de plus en plus jeune qui entreprend. S'expatrier jeune, c'est aussi quelque chose qui n'est pas facile. Alors, est-ce qu'on pourrait recommander aujourd'hui à quelqu'un qui a même pas encore essayé en France d'entreprendre, de venir démarrer une expérience entrepreneuriale à Dubaï? De votre expérience, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un est-ce qu'il doit faire ses armes en Europe avant de venir? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, moi je pense qu'il vaut mieux quand même avoir un truc qui commence à fonctionner et potentiellement s'expatrier ici pour optimiser sa fiscalité et puis accélérer son business. En tout cas, moi, c'était l'état d'esprit que j'avais. J'avais déjà un business qui faisait plus de 15 000 euros de chiffre d'affaires par mois en France. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision. Mais je pense que quand on vient sans rien, le coût de la vie reste quand même plus élevé en moyenne qu'en France. Alors, si on n'a pas d'économie de côté, ça reste assez compliqué d'arriver la fleur au fusil et d'essayer de lancer un truc en partant de zéro. Après, je pense qu'il y en a plein qui l'ont fait et que c'est possible. Hein. Mais moi, je recommanderais quand même de se sécuriser, avoir un peu d'argent de côté déjà et derrière s'expatrier. Ouais, complètement. Ouais. Après, je pense que tu ne peux pas faire de généralité parce que ça va dépendre de la dalle de tout le monde, de la capacité de travail de tout le monde, etc. Mais c'est vrai, comme dit Antoine, si tu ne fais pas, je pense, entre 5 et 10 cas par mois, après, il ne faut pas faire de catégorie de généralité, mais tu as quand même les logements qui sont un peu plus chers. Et je la vois casser les os. Et ouais. Parce qu'on parle de logement, mais c'est vrai qu'il y a Dubaï, mais il y a d'autres Émirats. C'est que nous, on ne voit l'expatriation aujourd'hui en tant que Français que par Dubaï. C'est l'Émirat qui est mis en valeur ou autre. On oublie qu'à 30 minutes de Dubaï, je veux dire, on se retrouve dans des trucs où les prix des loyers sont divisés par 3. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en tant qu'Européens, tout ça, on veut notre confort, on veut tout ça. C'est clair. C'est clair. Et puis les paiements, même des logements, sont différents qu'en France. En France, on peut payer au mois son loyer. Ouais. Ici, si on arrive à négocier au trimestre, on a de la chance. En général, c'est plus à l'année. Donc, il faut avoir de l'argent de côté. Et je pense que même pour réseauter, c'est mieux d'avoir un business pour pouvoir apporter de la valeur aux gens avec qui on va communiquer. L'autre jour, quand on est sorti du podcast avec Oussama, il y avait 2 jeunes de 18 ans qui avaient pris un billet de France, qui étaient venus sans rien et qui voulaient absolument parler à Yomi pour lancer un business avec lui. Et le truc, c'est que quand on a 0 expérience et qu'on essaie de s'associer avec quelqu'un qui a déjà un peu de succès, forcément, c'est beaucoup plus difficile de convaincre. Donc moi, je dirais de faire ses armes d'abord en France, faire ses preuves, et après venir dans un second temps. Ouais, et puis bon, on le dira jamais assez, mais bon, c'est quasiment gratuit d'entreprendre en France. Tu peux te lancer ton auto-entreprise, tu peux te lancer, tu peux faire tes armes. Au début, ça va, même si tu... Voilà, c'est ça. C'est quand même bien imposé, mais au début, ça va. Après, quand tu commences à passer les paliers ou créer une société, c'est autre chose. Ouais, clairement. C'est clair. Et à Dubaï, t'as pas... Enfin, si ça ne marche pas, ton business, c'est tant pis pour toi et tu te débrouilles, tu rentres chez toi. Ouais. En France, si ton business ne marche pas, tu as quand même des aides, tu as quand même des trucs. Donc, pour se lancer, on est quand même très avantagé en France. Par contre, dès que ça commence à marcher, ça commence à piquer, quoi. Ouais, moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. Quand j'ai démarré, je suis parti. Il est parti super vite. En 5 mois. 5 mois, ouais. Ah ouais. Parce que ça marchait vite. Ouais, ça marchait Mais j'ai développé pendant 1 an les réseaux. 1 an, j'ai commencé à avoir des formations. Et quand j'étais effectivement à 10 000 euros par mois, mais je l'ai fait à côté de mon travail. Et après, j'ai pu quitter avec une rupture conventionnelle. Et j'avais mon chômage tout en pouvant développer ma société. Trop bien. Et ça, tu peux pas. Ça, c'est la France. Ouais. C'est une des rares choses que je vois intéressantes en France. Tu l'as trouvé. Je l'ai trouvé. Ouais. Ouais, je trouve ça intéressant. J'ai eu pareil. Voilà, je trouve ça intéressant. Si tu as la rupture conventionnelle. Si tu peux l'avoir d'autre façon. Ouais. Tu connais des Bulgares qui viennent menacer les gens pour faire des ruptures, c'est quoi ça? Non, mais c'est voilà. Ça, c'était intéressant. Ouais.
Et après, je suis venu ici, effectivement, quand je vous ai dit, quand j'ai atteint à peu près 10, après, tu pars vite. Hein. Après, on ne peut pas enlever le fait qu'il y a un côté, t'es dos au mur, t'es à Dubaï, comme tu as dit, il n'y a pas d'aide. Bon, concrètement, voilà, si tu es entrepreneur, c'est bon, bah, je dois faire de l'argent, je suis dans la merde. C'est magique. Quand tu es en France, si tu es assisté, qu'à la fin du mois, tu sais qu'au pire des cas, tu as de l'argent pour bouffer, dormir et ce que tu veux, et que tu as la famille qui est à côté de toi, au pire des cas, tu rentres chez tes parents, pour qui en a encore ou autre. Et, Dubaï, ça peut être redoutable. Hein. Ça peut te manger. Hein. Je pense que ça peut. Il y en a beaucoup qui font des petits allers-retours quand même. Il y en a beaucoup qu'on a vu repartir. Non Déjà, en ma petite expérience de 2 ans, il y en a beaucoup que je vois plus. Ouais, mais attention, moi je suis arrivé à Dubaï, je me rappelle que j'avais des mecs qui étaient à côté de moi qui pesaient 100 fois plus. Moi j'avais rien, j'étais à côté, j'apprenais, je me disais putain, ces mecs-là et tout, en business et tout, j'étais impressionné par plein de trucs et tout. Je me rappelle du mec toutes les semaines, ouais, je vais en soirée et tout, tu viens, nanana, j'ai 2 nanas et tout. Genre des trucs, tu peux pas, tu sais, les trucs qui sont durs à refuser, tu vois. Et être un malade dans le boulot, au bout d'1 an, ouais, voilà, et tout, faut que je te dise, je repars dans mon pays. Il avait lancé son business, il avait pris des grands bureaux, c'est tout le réflexe, le truc à la con, il montait ses charges comme un malade et tout dès le départ. Tout ça pour te dire, je pense qu'il y a aussi le fait que Dubaï, t'es dans une ville qui est en même temps vouée à la performance et en même temps ultra touristique, où tu es au milieu de gens qui s'amusent, qui font la fête. Le mec qui est jeune, je veux dire, qui est entouré de femmes. C'est des focus vite fait, quoi. Ouais, mais c'est ça dépend de l'attention aussi. Moi, je suis enfermé chez moi toute l'année. Je sors pas. T'as de la chance, tu me vois, mais c'est vraiment parce que je t'aime bien. Non, mais c'est vrai, tu peux demander à Jean. C'est trop bien. Je suis enfermé dans mon bureau toute l'année. Moi, c'est stratégique. Tu vois. Je suis pas là pour m'amuser. Je suis là pour banquer. Bon, ça... Il a dit les termes. Et apporter de la valeur. Et voilà. Non, mais t'es heureux comme ça. Non, mais c'est stratégique. Non, j'en peux plus. Je suis au bout du rouleau, Max. J'en peux plus. Mais c'est stratégique. C'est un choix. Et j'assume mon choix. Ouais. Voilà. Je vais aller dormir après. Ah, t'as un copain derrière. T'as besoin de venir. stratégie, viens chez moi. Bon, merci d'être avec nous. J'ai besoin, merci Oussama. Tu vas faire un câlin. Mais moi, je l'ai vécu, ça. Les distractions. J'ai eu cette période. Et oui, je l'ai vécu parce que, bon, quand je suis arrivé, j'étais, comme je dis, ultra focus. En fait, j'avais pas le choix. J'étais dos au mur. Donc, soit je faisais de l'argent, soit je rentrais chez moi. Donc, je travaillais tous les jours, toutes les heures de la journée, non-stop. Puis, au bout d'un moment, ça a commencé à bien marcher. Donc, j'ai trouvé une copine. J'étais en relation stable. Là, toujours très focus. Et quand on s'est séparés, là, j'avais de l'argent sur mon compte en banque. J'étais à Dubaï. Je voyais les filles. J'avais un pote qui était joueur de poker pro et qui m'envoyait des messages tous les week-ends pour me dire « Oh mec, viens, on sort, on va là, ça va être trop bien et tout. » Je vois qui c'est. Voilà. Et du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de distractions qu'en France et il faut arriver à se fixer des limites. Bon, maintenant, évidemment, j'ai profité pendant 1 ou 2 mois. Maintenant, je me suis remis en mode très sérieux, mais c'est vrai que ça peut arriver vite et il faut faire attention à ça aussi. Messieurs, je voulais vous demander, alors on est à Dubaï, on a compris apparemment, bon, on est tous bien à Dubaï, mais demain, est-ce qu'il y a une autre destination qui vous chaufferait concrètement et est-ce que c'est pas déjà le cas? Est-ce que vous n'allez pas plusieurs mois de l'année en Asie, autre part? Je sais qu'il y a des gens qui vont à Bali, tout ça. Ouais. Je dis. Alors moi, j'aime beaucoup Amiens. Non, T'es obligé de tenir. Je suis obligé de sortir des conneries, sinon je vais m'endormir. Donc non, mais franchement, j'en sais rien. Ah ouais. Moi, je suis pas genre je bouge pas quoi. Donc tu restes à Dubaï toute l'année. Ouais. L'été, tu restes pas. Non. Climat à fond, tu restes. Climat à fond, je reste. C'est ça. Non, je bouge un peu, mais genre ma famille, j'ai ma grand-mère à l'île d'Oléron et tout, etc. Mais Pas mal. ouais. C'est stylé. Ouais. Bon contraste. Ma grand-mère ou l'île d'Oléron? L'île d'Oléron, ouais, sûr. Ouais, on est d'accord. Donc voilà, non, je sais pas, je connais pas trop en fait. J'ai pas la donnée. J'ai pas la connaissance, donc je sais pas. Je suis pas fermé en fait. Je bougerai là où le vent me portera. Si à un moment donné il y a une destination qui est plus intéressante et qui voilà, je bougerai. Je suis mobile. Ok, Jean, tu bouges? Je suis un peu dans le même avis que jeudi. Moi dans ma tête, Dubaï c'était je pars 2 ans max. Je fais 10 millions et après je vais où je vais. Mais en fait, tu te rends compte que tu te sens quand même très très bien et donc pour l'instant, si je reste 3, 4, 5. Mais je rebondis sur ça. Ça reste un peu le comportement de tous ceux qui sont à Dubaï. C'est qu'on a beau vivre à Dubaï, on n'est pas émirati, on n'a pas de passeport, t'es pas hein. Donc on a tous ce sentiment de un jour on va se plus casser. émiratique français quand même. Ah ouais. Non, je vais arrêter de. Mais non mais ouais, pardon, je t'ai coupé. Bon en tout cas ouais c'est ça, c'est que j'ai l'impression qu'on
on a tous au fond de nous une date, un moment où peut-être on partira, même si c'est imagé. Que, voilà. Toi, Antoine? Ouais, moi, je l'ai pas vraiment, ça. Mm. Pour le coup, je me vois bien faire une famille ici, éduquer mes enfants, les amener à l'école. Je pense que même la qualité de vie est bien supérieure à ce qui peut se faire en France. Mm. Alors, le risque, c'est que les enfants pourraient grandir dans un environnement qui est tellement favorisé qu'au final, ils ne se rendent pas vraiment compte de la réalité du monde. Mais si on les fait voyager, voilà, ça peut C'est compenser. Tate qui parle de ça avec son. Il disait, si j'ai un garçon et tout, il serait complètement déconnecté. Ouais, c'est vrai mais qu'il il en parle parle. sans savoir. Ouais. C'est pas vrai. Mm. Dans les faits, ça se passe pas comme ça. Tu crois? J'en suis persuadé. Si, je le sais parce que je connais des gens qui ont des enfants qui ont grandi ici. Ouais. Et ils savent très bien ce qui se passe dans le monde et ils ont l'intelligence pour le comprendre. Ils ont voyagé. Hein. J'ai vu des jeunes de Ouais. 15 ans sortir de l'école ici, limite avec le cartable. Je peux te dire que tu les mets dans le 93 demain, il va se réveiller. Le mec, Ah, il se mais fait d'accord, insulter. mais je te dirais une chose. tu parles de 93. Non, mais- Oui, ah, même, bah moi, oui, mais- même toi, on te met dans le 93. 93. C'est peut-être pas bien. Hein, toi. Ah, peut-être. J'ai grandi en Corse. Ouais. À minima, je serai vivant. Ouais. Je vais. Non, Non, bah mais ouais. c'est une chose de le savoir, mais c'en est Mm. une autre de le vivre, quoi. Mm. Parce que quand tu le vis, ça te prend et ça te marque. Mm. Ça change ton identité, ta perception des choses. Le savoir, je pense que c'est plus superficiel quand même. Mm. Donc, après, ouais, moi, je me vois rester ici sur du très long terme. Si rien ne change, je vois pas pourquoi je partirais. Ouais, je comprends. Qui a son Golden Visa? Non. Non. Ça vous intéresse pas? Si, moi ça m'intéresse. Truc de 10 ans. Mais je pense que je vais l'avoir Ok. bientôt. Ouais. J'ai investi un peu, donc je vais faire la demande. Donc ouais, c'est un visa de 10 ans. Quand on investit dans l'immobilier, tout ça, il n'y a rien de foufou, parce que si tu vends ton bien, tu perds ton visa. Donc à la limite, on est mieux avec nos visas de 2 ans, très souvent. Ok. Ça me permet de switcher sur un truc. Concrètement, on va jouer un petit jeu. Demain, il y a une annonce. Dubaï taxe. Mhm. Dubaï taxe à 15% les sociétés et Dubaï taxe à 15% le revenu personnel. Ça arrive demain dans notre boîte email. Est-ce que ça change votre perception? Est-ce que vous restez à Dubaï? Ou est-ce que vous commencez à aller sur Google et à chercher est-ce que le Panama, il fait beau ou il fait pas beau? Moi, je suis là, j'ai une Joli. Moi, j'ai une aversion plutôt puissante à la taxe. Je sais pas. Ouais. Je sais pas. Ok. Je pense que je cherche. Ok. J'écoute, mais encore une fois, ça restera toujours plus intéressant que d'autres endroits que je ne citerai pas. Mm. Mais je sais pas parce qu'aujourd'hui, il y a, et je pense qu'il y en aura de moins en moins, des paradis fiscaux, si on peut appeler ça comme ça. Enfin voilà, de plus en plus, ça va être compliqué de trouver un endroit où tu paieras rien. Ouais. Ça va être compliqué. Oui, on entend souvent que les gens seraient prêts à payer à Dubaï. C'est pour ça que je vous pose cette question, parce qu'ils disent avec le niveau de sécurité, de confort, etc. C'est ça. Toi, Antoine? Ouais, avec le niveau de qualité de vie, je pense même à 15%, je reste. Mm. Puis je suis beaucoup plus aligné avec l'utilisation qui ferait des taxes ici, je pense, que ce qu'on en fait en France, malheureusement. Donc, étant donné que ça reste aligné avec mes valeurs et que j'aime le système de Dubaï, je serais pas content de contribuer, tu vois, mais ça me ferait moins mal qu'en France. Ok. Ouais, moi je reste, clairement. Enfin, en façon, en France, t'es presque à 50% hors TVA, tu vois. Donc là, 15 et 15, ça va, quoi. Enfin, tu t'en sors et je pense, comme dit Dieu, t'as aussi plein d'autres avantages en dehors de la fiscalité. Donc, ouais, clairement. Ok. Bon, en tout cas, ouais, puis ça a été l'histoire de pas mal de personnes. Là, vous avez eu Éric Larchevêque avec vous, il me semble, Oui. sur l'événement. Hein. Ouais. On l'aura aussi à Dubaï dans un mois et ça fait partie de son histoire. Éric, il est parti à l'étranger, il a monté pas mal de business à l'étranger pour mieux revenir en France. Donc là où je veux en venir, c'est on sait le contexte actuel en France qui est pas bon. On parle que de ça, hein, la dette et autres. Concrètement, est-ce que vous avez ce côté patriote, d'attachement à la France, qui fait qu'un jour vous reviendriez un petit peu comme des personnes qui viennent avec toutes leurs ressources, ce que vous avez appris à l'étranger pour contribuer peut-être, je ne sais pas, dans 10 ans, s'il faut reconstruire avec des personnes qui ont monté des affaires, et est-ce que vous ferez partie de ces personnes-là? Alors, en fait, moi, je distingue vraiment deux choses. Tu vois, d'un côté, il y a la France, son patrimoine, sa culture, la gastronomie, les paysages, etc. Et de l'autre, pour moi, il y a tout ce qui est étatique. Et quand tu regardes tout ce qui est étatique, que ce soit le service juridique, l'éducation, la santé, bref, la politique, on ne va pas en parler,
moi, j'ai une perception de ça ultra péjorative. Par contre, le reste, pour le coup, j'ai une vraie attache. Tu vois. Mais avec tout ce qui est étatique, j'ai l'impression que le truc, c'est un cancer en phase terminale. Tu vois. Ouais. Donc, si les choses ne changent pas de ce côté-là, pour moi, il n'y a même pas de question à se poser. Tu vois. Mais voilà, s'il y a un renouveau, s'il y a un changement, là, oui, parce que tu as toujours ces attaches. C'est là d'où on vient. C'est quand même mes racines, etc. Mais voilà. Mais c'est une bonne question. Tu vois. Tu te dis, s'il y a un conflit, est-ce que tu prendrais les armes pour la France aujourd'hui ? Putain, j'étais en train d'y penser. Franchement, voilà, tu vois, franchement, avec les gens qui dirigent le pays aujourd'hui, enfin, je ne vais pas dire l'incompétence, parce que quand toi, tu vois pas tout, mais c'est tout comme, tu vois, et franchement, ça donne pas du tout envie, quoi. Genre, mais de l'autre, tu as tout ce côté, toute cette partie patrimoine qui est extrêmement forte quand même. Et la France, c'est magnifique, tu vois, c'est un des plus beaux terrains de jeu au monde, tu vois. Mais c'est comme ça. Ouais, moi, je suis fier d'être français. Je pense que je rentrerai plus tard. Je ne me vois pas rentrer avant au moins 10 ans. Parce que j'ai envie de déjà me sécuriser moi, mettre mon argent de côté, l'investir pour qu'il travaille pour moi, sécuriser ma famille dans un second temps. Et une fois que j'aurai fait ces deux choses-là, je pense que je réfléchirai à comment est-ce que je pourrais avoir un impact plus fort sur tu vois, d'où je viens. Donc, ouais, je pense que je reviendrai tôt ou tard. Mais pour le moment, j'ai pas un attachement suffisamment fort à la culture et tout ce qu'a dit Jean pour rentrer. Ok. Jody ? Vous êtes sûr que vous voulez savoir? Moi, je m'en fous complètement. En fait, j'ai pas d'attache particulière du tout. En fait, je me sens humain. Moi, je me sens pas français. Ça me dépasse. Tu kiffes Dubaï. Non, mais en fait, j'ai pas ce truc de dire ok, je suis français. En fait, c'est pas parce qu'on m'a fait naître dans un pays que je suis obligé de me le traîner toute ma vie, quoi. Ouais. Tu vois, de me traîner tous les trucs parce que je suis français et donc du coup, il faut que je paye un truc et donc que je dois aimer mon pays. Il a rien fait pour moi, mon pays. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu vois, genre, c'est très bizarre de dire oui, mon pays. Tu sais, t'as quand même un peu aidé, quand même, non? Qui? Bah, je sais pas, si tu regardes l'éducation, la santé, tu vois, tu as parlé de la phase de transition aussi. La santé. Ouais. Mais mes parents m'ont aidé. Mes parents m'ont éduqué. Et mes parents, ils l'ont payé. Hein. Le système de santé, ils le payent. Hein. Okay. Tu le payes par la médiocrité du système. Je te parle de l'éducation. Et tu le payes dans les impôts. Donc, faut pas croire que c'est gratuit. Les parents, ils payent dans les impôts. Hein. Oui, mais tout est en juste mesure. Tu vois, par exemple, moi, j'ai un ami, il a été brûlé la moitié de son corps au 4e degré, etc. Ça coûte plus de 400 000 euros, tu vois, à la France. Là, tu es content, tu vois. Comme toi, tu as les hôpitaux, etc. Bref, et je suis pas sûr que ce que tes parents ont contribué en termes d'impôts ont payé tout ce que tu as coûté, entre guillemets, aux hôpitaux, tu vois. Donc, Ouais. Moi, je te suis. Hein, pour autant, tes propos tiennent la route. et certes, ils ont probablement pas contribué autant que voilà, parce que j'ai écouté aussi un petit peu à la sécurité sociale sur le plan santé, mais j'ai pas cette attache au pays. Enfin, tu vois, genre, je me sens encore une fois, c'est mon approche et mon ressenti. Je me sens proche de la planète en tant qu'être humain et tu me mets n'importe où dans le monde, je me sentirais bien, toi. Et tu vois, genre, j'ai pas d'attache particulière au territoire ni au pays. Voilà. Moi, je te suis. Concrètement, quand tu parles d'être humain, moi, ça a été mon plus grand choc quand je suis arrivé à Dubaï, de voir toutes ces cultures, ces personnes réunies au même endroit, ce qu'ils ont réussi à faire. Enfin, moi, j'ai grandi en France où, je sais pas pour vous, mais concrètement, on peut pas passer à côté il y a des étrangers. Il y a des gens qui viennent, il y a des problèmes, il y a des trucs. Enfin, je sais pas. Il y a quelque chose. On se vante comme étant le pays des droits de l'homme, de la fraternité, de tous mes trucs et tout. Ils ont tout loupé à un moment donné. On est à Dubaï aujourd'hui. C'est la preuve que toutes les cultures peuvent s'entendre avec des personnes avec des religions différentes. Et ça, la France, j'ai pas la sensation qu'on a réussi à le faire. Non. On est dans des valeurs basiques, comme tu dis, d'amour, de autres. Et au final, moi, c'est ce que je ressens à Dubaï. Tout le monde fait sa vie, tout le monde est bien. Ouais, clairement. Clairement. Toi, je dis, tu regardes les matchs de l'équipe de France ou pas? Oui. T'aimes bien ou pas? Ouais, les grands matchs. Je regarde les grandes occasions. Okay. Ouais. Donc, t'as un petit côté quand même, quand la France gagne, t'es content. Qui va me faire chier, Antoine. Non, mais j'essaie de comprendre. Alors,
Ouais, parce que j'ai grandi avec mon père. Mon père regardait beaucoup de football. Donc, tant que mon père était là, effectivement, j'étais assez proche et j'ai gardé ça. Ok. Ce côté. Le foot avec l'équipe de France, c'est vrai. Ouais. Et le rugby, parce qu'il regardait le rugby. Ouais. Mais, Ouais, je suis pareil. mais je pense que c'est plus une attache émotionnelle qu'une attache propre au pays, tu vois. Mhm. Et je pense que même si aujourd'hui j'ai un peu une aversion ou ce défi un peu qui est personnel, je pense qu'on a tous besoin quand même d'une attache quelque part. Donc j'en ai probablement une, mais je suis peut-être un peu fâché aujourd'hui avec la France. On va peut-être Ébauché. oui, ça va peut-être s'améliorer avec le temps. Messieurs, je vais vous rappeler quelque chose. Dans quelques minutes, vous allez passer sur la scène du Maj Business Club, donc, qui se trouve à quelques mètres. Justement, vous allez aborder la thématique du marketing. Donc, pour ceux qui veulent voir votre intervention sur scène, elle sera sur YouTube. Donc, on va la poster. Super. Donc, on va terminer ce podcast dans quelques instants. Si vous voulez découvrir en tout cas l'intervention de chacun des grands monsieur de l'entrepreneuriat autour de cette table ce soir, ça sera sur YouTube. C'était un plaisir, c'était le premier podcast Maj. Je suis content d'avoir eu Jody qui est enfermé chez lui X l'ermite. Donc bravo, merci d'être avec nous. Et, Merci de m'avoir invité. t'es chez toi, chez Maj. C'est un honneur. C'est un honneur de t'avoir vraiment aussi. Et que vous dire, Jean, j'espère que tu reviendras encore aussi. Merci pour l'invite. Ouais. Antoine, pareil, t'es chez toi, concrètement. Je sais pas quoi te dire de plus. Voilà. Non, mais ça fait plaisir. Je kiffe venir ici, donc c'est toujours un plaisir. Trop cool. Bon courage pour ce soir, pour la scène. Merci. Bon clair. J'ai réussi à m'extirper de la scène. Et ce soir, c'est Alexis Murat qui me remplace sur scène pour que je puisse faire ces podcasts. Super. Donc, je suis trop content. Voilà. Merci Alexis. Merci Alexis. Yes. Merci Alexis. Alexis. Et ciao. Quelle que soit l'heure qu'il est chez vous, matin, après-midi, soirée, c'est un plaisir. Ciao. Salut les gars. Ciao. Woke up today, smile on my face. May not go my way, still got my faith, so I'll be okay. I'll be okay. I'll be okay. Running our race, just at our pace. Made some mistakes, but learned a few things, so I'll be okay.